Alors, donc c'est toi qui continue la présentation des orateurs. On va quitter le pénis pour passer à l'épaule, pas à la main. C'est acrobatique ce que tu fais là. Et donc, il est en visioconférence, Marc-Olivier Gossy, qui est un orthopédiste de Nice, qui a déjà présenté à notre académie et qui va vous montrer les cas concrets, actuels et perspectives donc dans la pratique de l'enseignement de la chirurgie de l'épaule grâce au métaverse. Merci M. Virag. Merci de m'accueillir une nouvelle fois ici. Et je vais donc effectivement vous parler d'un autre membre qui est le membre de l'épaule et donc de l'activité qu'on a au niveau de celui-ci avec au travers de cas concrets qui sont actuels et les perspectives aussi qu'on peut voir au niveau de la pratique et de l'enseignement en chirurgie de l'épaule qu'on a commencé à mettre en place notamment dans le service. Alors, quelques définitions, quelques rappels pour recentrer un petit peu le sujet. C'est que la réalité virtuelle, c'est mettre des éléments réels dans un monde qui est virtuel. La réalité qu'on appelle augmentée, c'est mettre des éléments virtuels dans un monde qui, lui, est réel. Et puis, il y a un concept qui est apparu dans les années 90 et qui traite de réalité mixte. Et cette réalité mixte, en fait, c'est de la réalité qui est augmentée, mais utilisant aussi des lunettes, donc avec une part de vision, et sur lesquelles on peut faire des interactions. Et donc, c'est une solution qui est intéressante parce qu'on n'est pas complètement immergé dans le monde virtuel et que l'on peut vraiment augmenter. On est sur un monde qui est mixte, à la fois réel et à la fois virtuel, et avec lequel, en plus, on peut interagir. Alors, c'est d'autant plus important que l'on communique sur ce sujet à l'Académie de chirurgie parce que la chirurgie est justement le domaine dans lequel il y a le plus grand nombre de publications. Vous voyez que le nombre de publications depuis un peu plus d'une dizaine d'années augmente sur le sujet, arrivant jusqu'à presque 1000 publications par an. Et vous voyez que la chirurgie est la principale source de publications sur le domaine de la réalité mixte et des autres types de réalité augmentée ou virtuelle. C'est aussi en France, nous sommes bien positionnés puisque nous sommes dans les 10 premières nations à publier sur ce sujet, avec notamment comme fleuron l'Institut strasbourgeois d'IRCAD, dirigé par Jacques Marescot. Alors, quel intérêt finalement d'emmener la réalité mixte au niveau de la formation? Aujourd'hui, si on reprend les problématiques que vous connaissez très bien, c'est que l'acquisition des savoirs n'est plus réalisable uniquement dans un environnement clinique. Il y a une augmentation des coûts de formation, il y a aussi une diminution des heures de service, il y a des préoccupations qui sont éthiques vis-à-vis des soins que l'on apporte aux patients, et il y a aussi la remise en cause de l'intérêt holistique, on va dire, du cadavre, qui, dans les revues notamment qui traitent de l'entraînement et des jeunes chirurgiens pour les chirurgies très spécialisées. En particulier ici, il s'agissait d'une revue qui spécifiait l'intérêt dans la chirurgie arthroscopique du genou. En fait, on se rendait compte que l'intérêt du cadavre il reste relativement faible dans ces domaines-là. Donc, il faut des outils et des programmes de formation qui soient adaptés pour transmettre des compétences procédurales en dehors du bloc opératoire, et la réalité mixte peut se prêter, bien entendu, à cette épreuve. Encore une fois, la simulation, c'est un choix d'outils. Il ne faut pas céder à l'effet de mode. Il faudra bien déterminer dans quelle position on va mettre la réalité mixte, et il ne faut pas faire de la simulation pour faire de la simulation. Bien entendu, à chaque nécessité, son outil, et mettre en place des programmes et évaluer l'efficience de ceux-ci. Alors, sans avoir fait d'études sur la preuve scientifique apportée par la réalité mixte, on a au moins des preuves sur l'intérêt que peut avoir les outils de planification dans leur globalité sur l'amélioration des performances des plus jeunes. La réalité mixte reste pour l'instant assez peu prolixe en termes de littérature sur le sujet au niveau de la formation. Et donc, ce qu'on avait fait dans le service, c'est qu'on avait mis en place 4 groupes, en partant des juniors qui étaient des étudiants en médecine, des jeunes internes, des internes plus seniors, et puis des experts. On avait pris 5 cas d'arthrose de l'épaule, un scanner, qu'on avait fait planifier sur un logiciel de planification préopératoire. On avait déjà fait un petit tutoriel technique pour prendre en main le logiciel,
Et puis, il y avait 3 phases successives sur lesquelles on voyait, sur Oui. lesquelles on voyait, sur lesquelles on voyait donc la phase 1, c'était une phase où il n'y avait pas d'aide. La phase 2, on mettait en place des guidelines, c'est-à-dire qu'on expliquait avec, avec des notes manuscrites ce que devait faire l'étudiant qui planifiait. Et enfin, sur la phase 3, il était possible de consulter les mobilités prédites par le logiciel dans la conformation choisie par l'étudiant qui avait planifié. Et donc, on obtenait 300 planifications qu'on a ensuite étudiées avec de point de vue statistique. Vous voyez, donc pour vous montrer, c'est un logiciel sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années et qui, notamment j'ai fait ma thèse de sciences dessus, qui permet de planifier à la fois la glène, à la fois l'humérus, et puis de remarquer qu'il y a des mobilités qui sont limitées. Vous voyez ici, par exemple, on peut tester l'abduction, l'adduction, voir qu'il y a un conflit entre le pilier et l'implant qui va limiter de façon géométrique sa mobilité. Et puis, on peut aussi remarquer que si on rajoute une latéralisation, et ça on a aussi beaucoup publié dans le service, si on rajoute une latéralisation, on va avoir des mobilités qui sont améliorées par rapport au fait de ne pas en mettre. Donc c'était ces éléments-là que pouvaient avoir en main les étudiants et puis les internes qui planifiaient, de manière à pouvoir optimiser leur planification en fonction des 3 phases que je vous ai décrites. Et donc, ça donne ceci. En fait, vous voyez ici, c'était le groupe des internes qui planifiait sur la gauche. Et puis à droite, on avait des étudiants en médecine qui se sont saisis de façon assez redoutable, de façon assez redoutablement efficace de l'instrument et qui ont pu finalement faire des planifications très intéressantes et pas du tout absurdes, alors qu'ils n'avaient jamais vu une seule prothèse, ni jamais entendu, la plupart du temps, parler d'une seule prothèse d'épaule et encore moins de prothèse inversée. Et donc, ce que ça donne sur les niveaux les plus inférieurs, c'est qu'on a une amélioration systématique en abduction, adduction, rotation externe et rotation interne du mouvement entre la phase 1 où on ne donne pas d'aide et la phase 2 où on donne simplement des indications manuscrites à l'étudiant. Et puis, c'est même utile pour la formation avancée puisqu'on se rend compte que pour les internes seniors, par rapport aux experts, qui sont donc ici SE, vous voyez, les internes seniors finalement arrivent à s'améliorer en utilisant la modalité d'exploration de la mobilité de l'épaule grâce au logiciel qui va simuler cette mobilité. Entre la phase 1, la phase 2 et la phase 3, vous voyez qu'il y a une amélioration qui permet aux internes seniors de finalement se retrouver avec une performance équivalente à celle des experts. Et donc, à la fin, en phase 3, il n'y avait plus aucune différence significative entre les seniors, les internes seniors et puis les experts, ce qui montre l'intérêt de la solution. De la même façon, quand on évalue la position de l'implant glénoïdien, on se rend compte que plus on avance dans les phases, ce sont les cercles qui sont de moins en moins, qui sont colorés de plus en plus foncés, plus on avance dans les phases et plus on se rapproche de la planification donnée par l'expert que vous voyez ici en rouge. Et vous voyez donc, le grand cercle, c'est la phase 1 pour les étudiants en médecine. Le petit cercle, le cercle moyen ici en bleu, un peu plus foncé, c'est la phase 2. Et quand on utilise la mobilité prédite, ici le plus foncé, vous voyez que les étudiants en médecine se rapprochent quasiment de façon centrée sur la planification faite par l'expert. Avec des chiffres, ça donne les résultats suivants. Ici, les étudiants avec une diminution de la distance par rapport à la planification de l'expert. Ici, les internes juniors avec aussi une diminution de la distance de l'implant positionné par rapport à ce qu'avait positionné l'expert. Encore une fois, ça démontre l'efficacité de la planification et de ce programme d'enseignement dans la formation des plus jeunes. Donc, en conclusion, le logiciel de simulation peut être utilisé comme un outil pédagogique et finalement même permettre de faire comprendre des concepts chirurgicaux tels que la prothèse inversée d'épaule, qui est quand même un concept chirurgical compliqué, dont je vous rappelle, il a été développé en France par Paul Gramont, et avec l'utilisation d'un logiciel de planification préopératoire. Alors après, d'un point de vue pratique, on peut passer à la réalité mixte. Et là, on a pu réaliser avec l'équipe de Abyss Medical, qui utilise la solution dans sa version chirurgicale développée notamment par Sylvain Ordureau, avec l'équipe d'Abyss Medical, et c'est ce que va vous montrer Jean-Marie Housseau tout à l'heure, on a pu faire un premier cours à 3, en étant tous les 3 à des endroits différents. Un qui était, donc moi j'étais à Nice, Jean-Marie était, il y avait un interne pardon, qui était à La Rochelle, et puis un fellow qui était à Paris. Et puis donc j'ai pu donner un cours en direct sur la façon de réaliser un enclouage centromédulaire de l'épaule dans le cadre d'une fracture de part de l'extrémité proximale de l'humérus.
Et donc, je vais vous lancer la vidéo. Et la voici. Normalement, il devrait y avoir du son. Pas de son. On n'entend pas, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Alors, je vais prendre le relais. Excusez-moi. Donc, vous voyez, donc là, on a l'interne qui est positionné, donc qui est à La Rochelle. Et puis, vous voyez sur l'écran, donc on partage l'écran, c'est un zoom très simple, avec donc Abdel qui est un fellow à Paris et moi-même qui était à Nice. Et vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur l'image que va avoir l'étudiant dans la réalité mixte, il peut avoir plusieurs éléments. C'est une vraie plateforme, en fait, avec des radiographies. Vous voyez ici l'épaule qui est fracturée luxée. On a vu passer ici aussi la technique chirurgicale que l'on peut embarquer soi-même aussi, si on le veut, au bloc opératoire. On voit ici le modèle avec la tige guide que vous voyez juste en haut, l'épaule fracturée, et puis vous voyez en bas le clou en fait, d'épaule que l'on va mettre dans le modèle, et puis le scénario qu'on va dérouler au fur et à mesure pour montrer eh bien, finalement à l'interne comment réaliser la procédure d'enclouage centromédulaire au niveau de l'extrémité proximale de l'humérus. Donc là, on a quelques échanges dans lesquels je lui demande s'il peut m'interpréter la radiographie, décrit donc une épaule qui est luxée en avant avec une fracture des tubérosités, excusez-moi. Voilà. Et puis, donc là, on avance dans le scénario. Et puis, donc ici, il va pouvoir manipuler le modèle en 3D. Je lui demande de me montrer les tubérosités. Donc, il me montre ici le trochin, en arrière le trochitaire, qui sont fracturés aussi. Ici, c'est l'épaule qui est réduite. Et puis, il peut tourner autour et bien comprendre finalement ce qu'est la fracture extrémité proximale de l'humérus. Ensuite, je lui demande de simuler la pose de la broche guide. Cette broche guide, il va donc la positionner lui-même. Je lui ai demandé de faire une voie de Neviaser. Mais là, vous voyez que la broche, il l'a posée par voie antéro-supérieure, qui est une voie un peu plus classique, mais dont on connaît un petit peu les déboires. Et donc, on a développé à Nice cet enclouage par voie de Neviaser. Et cette voie de Neviaser, il n'a toujours pas mis au bon endroit. Cette voie de Neviaser, voilà, on s'en rapproche, et en fait passe entre la clavicule et l'épine en arrière. Et donc, ici, c'est intéressant parce qu'il peut tourner autour du modèle et puis positionner finalement la broche de façon à la main lui-même. Moi, je peux le voir aussi de mon côté. Si j'avais de mon côté des lunettes de réalité mixte, je pourrais voir aussi ce qu'il fait. Et donc là, on voit qu'il le positionne finalement entre la clavicule et l'épine de manière à rentrer dans la tête de façon relativement médiale pour pouvoir réduire le gros varus qui a été induit par la fracture. Donc, ensuite, on suit le scénario. Ça, c'est un scénario qui avait été réalisé au préalable et donc dans lequel on va décrire au fur et à mesure l'enclouage centromédulaire. Donc, je vais avancer puisqu'on n'a pas les commentaires. Ici, je le représente à nouveau la voie de Neviaser. Voilà. Et puis, donc là, tout ce qu'il voit, il le voit à travers de ses lunettes. Moi, je le vois dans mon écran d'ordinateur. Et le fellow le voit aussi sur son écran. Si vous avez des lunettes de réalité mixte, tout le monde peut voir la même chose et en même temps. Et donc ici, on voit l'enclouage centromédulaire qui est réalisé. Et puis, je lui demande de consulter la technique, vous voyez, et puis il peut faire sortir la technique et la consulter aussi. L'avantage, c'est que tout ceci se fait si le jour où on peut passer au bloc opératoire, peut se faire sans se déstériliser, bien évidemment. Donc là, il procède, il met l'enclouage centromédulaire. Il va positionner le clou. Je lui demande de positionner le clou où il souhaite. Et ici, il l'a posé de façon relativement superficielle, ce qui ne va pas lui permettre de garder suffisamment de marge au moment où il va faire l'impaction rétrograde. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'a pas prévu d'anticiper l'impaction rétrograde, puisqu'il va vouloir positionner la vis de façon plus proximale. Vous voyez, ici, il se dirige, il met la vis dans la tête directement. Ce qui fait que eh bien, si on ne fixe pas la partie la plus inférieure de l'humérus, on ne peut pas réaliser ce qu'on appelle une impaction rétrograde, c'est-à-dire ramener la diaphyse et la mettre en compression avec la tête. Et donc, il ne fallait pas commencer par mettre la vis en proximale, il fallait commencer par la mettre en distale. Et donc, c'est ce qu'il va faire dans l'étape suivante. Et à ce niveau, il va reprendre la vis, voilà, il l'a positionnée dans la partie la plus distale, de manière à ce que, une fois qu'on a positionner cette vis, on puisse procéder à une impaction rétrograde, et c'est ce qui apparaît sur la vidéo à cet endroit. Voilà, donc là, on a l'enclouage qui se poursuit. Et finalement,
ce cours permet à la fois d'avoir une interaction avec d'autres fellows qui se situent ailleurs dans le monde, finalement, qui ont accès à une bonne connexion. Ça permet à l'étudiant de pouvoir manipuler les modèles sous le contrôle supervisé de quelqu'un qui va voir en détail et avec de très bons détails la réalisation de son enclouage sans trop médullaire. Voilà. Et puis après, on avait une partie où on débriefait tous les trois. Alors, la réalité mixte, on peut aussi l'embarquer au bloc opératoire. Ça, c'est plutôt voilà, une pratique dans le soin chirurgical, on n'est pas dans la pédagogie. Pour autant, c'est pour vous montrer, on peut s'en servir au bloc si deux personnes ont des lunettes de réalité mixte, de manière à pouvoir finalement évaluer et comprendre au fur et à mesure ce qu'on est en train de faire. Moi, je m'en sers aussi pour pouvoir positionner, pour pouvoir mieux voir encore plus que le guide sur mesure qui est ici, puisque finalement, j'utilise à cet endroit un guide imprimé en 3D. Vous voyez ici avec une planification préopératoire, un guide en métal imprimé en 3D et un hologramme supplémentaire, ce qui me permet de vraiment confirmer ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, comme vous le savez, on n'a pas encore accès au recalage et donc on ne peut pas recaler en direct le modèle sur la glaine. Pour autant, eh bien, on peut anticiper la direction de la broche et on voit qu'à ce niveau-là, elle va sortir en antérieur et on peut estimer à l'œil à peu près la distance que l'on va parcourir avec la broche et le moment où il faut s'arrêter pour éviter d'aller dans le sous-scapulaire. Donc, ça a aussi un intérêt supplémentaire, notamment sur ce qui n'est pas planifié en préopératoire, par exemple la position des vis qu'on va mettre quand on va mettre l'implant chirurgical par la suite. Au niveau de la glaine, ben, ça permet de pouvoir s'orienter dans l'endroit où il va y avoir le plus d'os, c'est-à-dire ici au pied de la coracoïde, c'est-à-dire aussi ici au niveau du pilier, et de pouvoir bien viser le pilier qui peut avoir des morphologies différentes en fonction de l'individu. Donc c'est pour ça que cet outil est relativement intéressant, en plus des instruments qu'on utilise aujourd'hui, mais il n'est pas suffisant en tant que tel et tout seul pour pouvoir réaliser une chirurgie avec la précision que l'on souhaite, puisqu'on n'a pas encore accès au recalage. Alors, pour revenir sur les aspects de pédagogie, il faut aussi, finalement, c'est une petite mise en abîme, mais c'est aussi intégrer et apprendre à utiliser la réalité mixte au bloc opératoire. Pourquoi? Parce que les premières fois que j'ai utilisé la réalité mixte au bloc opératoire, avec l'utilisation du casque de réalité mixte, finalement, je me suis rendu compte que ça allait poser de gros problèmes en termes d'ergonomie et d'intégration dans mon workflow, c'est-à-dire dans différentes étapes de ma procédure chirurgicale. En fait, il faut vraiment savoir gérer le flux des informations et des données qu'on nous apporte. C'est vraiment des technologies qui viennent nous apporter des informations supplémentaires qui, aujourd'hui, sont assez peu sélectionnées et qui viennent en interaction avec ce tunnel de concentration qu'on essaie d'établir au bloc opératoire entre nous et le site opératoire. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent venir nous gêner. L'infirmière qui rentre en salle et qui va demander à quelle heure on va manger, des mobilités du patient, des problématiques d'ancillaires qu'on va rencontrer. En orthopédie, les ancillaires sont relativement complexes, donc il faut aussi pouvoir porter assistance au paramédical qui ne connaît pas forcément l'ancillaire. Donc il y a plein de choses et on essaie de se concentrer. Et en plus de cela, on vient surrajouter finalement des données par-dessus. Et il faut donc vraiment travailler à intégrer ces informations en plus de ce qui nous arrive et des informations qu'on doit traiter au bloc opératoire de façon normale. C'est d'autant plus important que si on est en formation, pour les plus jeunes, il faut aussi leur apprendre donc, à utiliser cet outil à bon escient et de ne pas céder finalement à l'aspect ludique de l'outil qu'il peut présenter au premier abord. Donc un vrai choix de pertinence des informations et les industriels doivent travailler dessus. Il y a une identification des vrais besoins, notamment en termes de collaboration. On parle beaucoup de la collaboration, de l'assistance qu'on va avoir en paire opératoire, mais finalement, aujourd'hui, on a assez peu, finalement, on fait assez peu appel à ce genre d'interaction. Peut-être que le fait qu'elles arrivent, ça va permettre de nous en intéresser et puis de nous les approprier et surtout, encore une fois, de les intégrer dans notre façon de travailler. Il y a une courbe d'apprentissage qui est propre aussi à la réalité mixte, et puis il y a aussi des contraintes qui sont proprement techniques, comme mettre, enlever le casque, porter le casque pendant tout le long de l'intervention. Et là-dessus, on a aussi un vrai travail à faire sur ces aspects. Et donc, ça rejoint
aussi de façon importante l'aspect pédagogique, puisque on a un vrai travail de fond à faire sur cette intégration dans le workflow dont je vous parlais. Vous voyez que quand on est au bloc opératoire, on est en train de regarder, par exemple ici, sur une procédure du rachis, à la fois sur le site opératoire, à la fois sur l'écran, de la même façon quand on fait de l'arthroscopie. Donc, en fait, on a des mobilités au niveau des yeux qui sont sans cesse en train de faire des allers-retours. La réalité mixte, dans ce contexte-là, peut nous apporter des solutions en limitant finalement la nécessité de regarder sur un écran qui se trouve des fois à distance, des fois mal placé, des fois derrière l'assistant. Et donc, si on affiche finalement l'image de l'arthroscopie ou l'image de la scopie au bloc opératoire sur la lunette de réalité mixte, ça peut nous épargner aussi pas mal de voyages avec nos mouvements de tête et limiter finalement l'inconfort qu'on peut avoir du fait de ce positionnement de tous ces appareils dans la salle opératoire. Et ici, ça a été fait notamment avec l'utilisation d'un robot. C'est vrai qu'on se rapproche de plus en plus de ce qui peut représenter le chirurgien 4.0, hein, celui qui va utiliser à la fois finalement le robot comme l'expansion de sa main et qui va obéir à la planification qui a été faite en préopératoire, mais aussi qui va pouvoir réaliser grâce à des lunettes de réalité augmentée ou de réalité mixte, finalement un cockpit chirurgical qui va le guider tout au long de sa chirurgie. Et donc, on se rapproche progressivement de ce modèle, mais entre l'état actuel des choses et ce que vous voyez là à l'image sur cette publication, qui était une étude pilote, il y a encore énormément d'étapes d'ergonomie. Et là-dessus, l'enseignement doit être aussi très rigoureux, de manière à pouvoir utiliser au mieux et de façon pertinente ces différents outils. On parlait de collaboration. Alors, les aspects de télémentoring, ils ont déjà fait leurs preuves et on a même des études qui ont été réalisées au niveau de soins critiques, hein, en USIC, qui montrent que la telle expertise peut même réduire la mortalité au niveau des soins critiques. Il y a aussi une étude intéressante qui avait été faite en arthroscopie, où finalement, au lieu d'avoir le chirurgien senior à côté de l'interne ou de l'assistant qui opère, finalement, il va se trouver dans une salle à côté, ce qui, d'après l'étude, va permettre de retrouver, de ressentir à l'interne ou à l'assistant cette autonomie, tout en gardant une certaine supervision. Vous voyez ici, en fait, le senior peut finalement mobiliser sa main sur l'écran de façon virtuelle. C'est quelque chose que va voir le chirurgien junior dans la salle opératoire et il peut lui indiquer des structures ou des mouvements à faire ou des choses à aller chercher, mais sans avoir cet effet que j'ai appelé l'effet « attends, je vais te montrer », qui consiste au bout d'une dizaine de minutes à prendre des mains l'instrument du junior pour aller finalement accomplir tout ou partie du reste de l'intervention qui lui reste à faire. Et donc, c'est finalement un pont qu'on est en train de faire entre la pratique clinique d'un côté et les outils de simulation qui permettent finalement d'augmenter ce télémentoring et cet aspect collaboratif. Encore une fois, voilà un exemple d'ergonomie à travailler. Vous voyez, là, je suis en train d'essayer d'ouvrir mon écran Windows. Là, ça ne s'ouvre pas. Je suis obligé de taper 2 fois. Et j'essaie d'ouvrir donc l'appareil photo. Et puis là, vous allez voir, il va y avoir un message sympathique qui va m'expliquer qu'il n'y a plus de batterie dans mon appareil. Ça se met au milieu. Il y a des problèmes aussi de superposition de l'hologramme au milieu du cialytique. Il faut que je repositionne et que j'épingle mon objet. Vous voyez, et ça prend du temps. Vous voyez, là, on a déjà passé 1 minute à essayer de régler cet appareil en plus de la concentration habituelle dont on a besoin pour réaliser une intervention chirurgicale en conditions normales. Donc, il y a un gros travail à faire, encore une fois, sur cela. D'autres limites que j'aimerais aussi soulever et qui sont en train de... Tu peux conclure, s'il te plaît. Qui sont en train de survenir, c'est que ces solutions sont propriétaires, c'est-à-dire qu'on a des hardware qui sont détenus par les GAFAM et qui sont hyper technologiques et qui sont finalement bloqués dans leur environnement par des normes et qu'il faut faire évoluer au fur et à mesure aussi de notre pratique, puisque vous savez, donc, le HoloLens va évoluer de la même façon que les iPhones tout au long avec l'iPhone 1, l'iPhone 2, l'iPhone 3. Et bien, c'est en train de se passer la même chose au niveau de ces technologies. Et il ne faut pas qu'on soit finalement transposé aux outils pédagogiques les problèmes que l'on rencontre au niveau des dispositifs médicaux. Et je terminerai là-dessus, justement pour expliquer que c'est important de bien comprendre qu'on est sur des phases d'évolution progressive depuis finalement le 19e siècle, qu'aujourd'hui on en arrive à la médecine augmentée, qu'aujourd'hui nous sommes abreuvés de nouvelles solutions qui viennent nous finalement se surrajouter sans forcément avoir un gros travail sur l'ergonomie.
Et donc, de ce point de vue-là, je pense que si aujourd'hui, on parle du chirurgien 4.0, demain, il faudra peut-être parler de chirurgie 5.0 et en particulier travailler à l'ergonomie, au bien-être et à la non-maltraitance des soignants dans l'utilisation de ces outils numériques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'on va garder les questions pour après les interventions de Jean-Marie Housseau. Je voudrais juste faire une petite remarque concernant ce que tu viens de dire sur les GAFAM et l'hypertechnologie et qui finalement conduit à la réflexion qu'on entend sur la création d'un métaverse européen parce qu'effectivement on est dans la dépendance plutôt des GAFAM pour évoluer dans cet univers-là. Et je crois que c'est voilà. Où est-ce que vous en êtes? Parce que c'est important des groupes de travail ou des start-up françaises ou européennes qui peuvent se lancer dans ce genre de développement. Sylvain nous expliquera ça, je crois. Ça sera une page de Sylvain Ordureau tout à l'heure.